que cette présentation elle appelle beaucoup de questions. Ça s'appelle débat d'orientation budgétaire, ça amène à un débat. Je voudrais faire une remarque générale sur la présentation qui a été faite. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés. Quand on regarde ceux du débat d'orientation budgétaire de l'année dernière, ça ressemble beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a vraiment l'impression que finalement la municipalité elle veut répondre à un exercice imposé, mais surtout pas exposer et débattre sur les vrais enjeux financiers de cette mandature. Je vais vous l'exposer. Si on prend le budget de fonctionnement, vous nous mettez 8 pages sur les recettes, vous nous répétez un peu les mêmes choses que les années précédentes. Un taux d'imposition qui n'a pas bougé, la dotation globale de fonctionnement qui va baisser, mais les recettes évoluent grâce à l'augmentation de la base, ça vous en parlez, mais on ne voit pas forcément l'impact. Les reversements de la CPA, c'est des discussions en cours, et les autres ressources, on n'en parle pas forcément. Et sur cette partie très détaillée, on insiste beaucoup sur ce qui est subi. Par contre, il n'y a aucune info ni aucune piste sur les marges de manœuvre ou les actions possibles. On a parlé des reversements de la CPA vers les autres communes, il y avait eu un débat. Qu'est-ce qui est fait de la part de la commune de Fugaux pour essayer justement de rééquilibrer? Je vous rappelle qu'on était la dernière commune en termes de dotation globale par habitant. Ça, on n'en parle pas. Sur les dépenses, une demi-page. On annonce que l'on souhaite stabiliser le budget à, on a pris 1100 €, on ne sait pas bien d'où ça sort. On explique qu'on était à 996 en 2013, donc c'est une augmentation de 10,4%. On ne sait pas pourquoi. Vous nous parlez de 150 000 € de réduction de la dotation. Qu'est-ce qu'on va faire comme énergie du fait de peut-être nos rentrées de 150 000 €? On ne sait pas, on ne voit pas. En période de restriction budgétaire, puisqu'on dit c'est le cas, le minimum, plutôt que de faire 8 pages là, sur des recettes archi connues, ça serait d'analyser notre base de coûts et d'y trouver des marges de manœuvre. D'amener des éléments de dépenses par nature, achats externes, salaires, conseils, avocats, électricité, etc., sur des dépenses de fonctionnement, et d'essayer de trouver là où il y a des pistes des leviers. Et de par secteur, administration, représentation, affaires scolaires, sécurité, etc. C'est ce qu'on peut voir quand on regarde d'autres éléments d'ailleurs des débats d'orientation dans d'autres communes. Quand il y a moins d'argent, ce qui est le cas, apparemment, il est indispensable de l'orienter vers des secteurs prioritaires, mais pour faire ce travail, il faut commencer par analyser les chiffres. Et là, on ne voit pas bien quels sont les secteurs finalement et où est-ce qu'on mettrait la priorité. On pourrait chercher des marges de manœuvre, on ne les voit pas, de diminuer ses coûts de 5% par exemple, en se fixant des objectifs par service, des choses comme ça. Il y a forcément des idées d'économie potentielle, en tout cas on n'en voit pas là. On avait peut-être des idées, mais on ne les voit pas transparaître. Si on regarde le budget d'investissement, avec une capacité d'autofinancement de 195 €, ça représente à peu près 1,84 million d'euros. L'effet de levier avec la CPA et le Conseil général, on arrive à peu près un peu plus de 5 millions par an d'investissement. Sur 6 ans, ça fait 33 millions d'euros. Donc ça fait un beau programme d'investissement pluriannuel. Il y a de quoi faire, à condition de planifier, d'organiser, de prioriser. Cette planification pluriannuelle, on ne la voit pas. On voit quelques études qui sont lancées en 2015, mais on ne voit pas la suite et on ne voit pas l'ensemble du programme pluriannuel. Donc ça nous fait... Et donc quand on voit finalement, on regarde qu'est-ce qui est prévu en 2015, on se retrouve avec une liste à l'après-vert d'actions. Il y en a 48. Il y en a 24 qui étaient déjà présentes l'année dernière, dans le débat d'orientation budgétaire de l'année 2013, donc qui sont reconduits ou qu'on n'a pas fait et qu'on reproduit. Et si on regarde sur les 24 nouvelles, il y a des choses très intéressantes. Un conseil municipal des enfants. Je ne sais pas si c'est ça qui va orienter le budget de la commune, à moins que vous ayez un budget phénoménal, ce qui serait une découverte. Mais je ne sais pas si c'est ça qui va orienter le budget de la commune. Il y a des choses très intéressantes en termes d'action, mais ce n'est pas les leviers, entre guillemets, en termes d'opérations budgétaires. On mélange des choses à 10 millions ou à 8,5 millions comme un pôle culturel avec des actions qui vont coûter quasiment rien. Donc c'est là où on s'étonne un peu de cette production-là du débat. Soit vous ne souhaitez pas être transparent et vous ne voulez pas amener des éléments et partager les priorités, soit on est encore à une manière de faire en disant je ne sais pas comment vous avez établi le budget, mais j'ose espérer qu'il y a du sérieux, et on voit que quand on cherche, il y a du sérieux, mais c'est la difficulté à récupérer ces éléments qui semble être le cas. Ce qui devrait être présenté au conseil municipal, c'est le vrai budget d'investissement de la mandature, avec année par année les dépenses qui pourraient être prévues, là vous pourriez le faire, les nouveaux investissements, centre-ville, pôle culturel, l'urbanisme, la rénovation du centre-ville, le plan de circulation, le parking, etc. Quelle cohérence dans tout ça. Les budgets d'entretien sur les écoles, planifiés sur 6 ans. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire dans nos écoles et dans nos équipements publics, par exemple sportifs, sur les 5-6 années à venir. Et puis, puisque le contexte est difficile, pourquoi ne pas réfléchir en termes d'intercommunalité?
un pôle culturel avec Gréas, Peigné, une cuisine centrale, avec d'autres communes, des choses comme ça. En tout cas, on ne voit rien apparaître. Voilà. Donc beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais c'était une remarque générale que nous souhaitions faire. C'est qu'on a le sentiment finalement que vous répondez à un exercice imposé, c'est le même quasiment que l'année dernière, mais on ne voit pas, entre guillemets, les priorités et les leviers budgétaires qu'on peut, et sur lesquels on pourrait débattre, entre guillemets, en disant où est-ce que vous mettez les priorités. Alors déjà, nous ne préparons que le budget 2015. Or, de toute façon, on a bien parlé, enfin, on a bien dit dans notre débat d'orientation budgétaire qu'il s'agissait de préparer des choses qui ne se feront pas en une année, mais qui sont dites là-dedans. Tout ce qui est proposé, ce sont des choses qui vont durer 3, 4, 5 ans. Hein. Il y en a, ce sera très long. Peut-être le pôle culturel, avant que tout soit fait, il faut auparavant qu'une salle pour les personnes âgées soit faite, sinon le phasage ne sera pas correct. Donc, c'est un projet qui est, en fait, c'est un projet qui est pour quasiment tout. Il y aura d'autres choses, mais pour, à mon avis, de nombreuses années de la mandature. Parce que... On ne le voit pas, ça ne transparaît pas. Mais, oui, mais enfin, je veux dire, il y a bien marqué études. Quand on commence à faire des études, on sait très bien qu'après, il faudra construire. Sinon, c'est pas la peine de faire des études si, après, on ne réalise pas. Enfin, à mes yeux, hein, il me semble. Donc, il y a des choses qui apparaissent, qui me paraissent être importantes. Après, par exemple, on parle des chemins communaux. On ne va pas tous la même année. On a une politique générale d'amélioration des chemins communaux. Une année, ce sera certains qui seront mis au budget. Une autre année, ce sera d'autres. Ça n'a pas encore été choisi, ça peut-être, mais on a mis une somme au budget. Donc, c'est une politique qui continue. Enfin, moi, je vous parle des chemins communaux, mais ça pourrait être autre chose. Dans les écoles, c'est la même chose. On a des projets, on a une amélioration constante des bâtiments écoles, et vous savez très bien que dans notre budget de fonctionnement, ça correspond, enfin, le budget d'école correspond à 43%, non, à peu près 43% passe pour le service enfance-jeunesse. Donc notre priorité, elle est claire, elle est là. Dans le budget, voilà. Ça apparaît où, ça? Mais on n'a pas encore les chiffres là. On n'a pas encore les chiffres. On est en débat d'orientation budgétaire. Ce sera au budget que vous aurez les chiffres exacts. Voilà. Qu'on n'ait pas les chiffres exacts, etc. On ne vous demande pas là d'avoir les chiffres exacts. Je pense pas. Quand on fait... On ne va pas vous donner même une proportion, on pourrait vous dire... Comment vous fixez des orientations quand vous n'avez pas une idée de ce que vous allez dépenser globalement? Je me pose la question. Les 1100 €, là, comment vous les avez fixés? Ça, c'est pas ce qui est obligatoire. Alors, comment on explique déjà le 996 en 2013 et puis les 1100 en 2000 Vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit, vous recherchez où les économies. Avec Madame Magousse, chaque année, nous recevons l'ensemble des chefs de service et leurs élus référents, et on leur a demandé à tous de faire 3% d'économie sur les crédits qui leur avaient été octroyés les années précédentes, s'ils souhaitaient reconduire les mêmes politiques. Il se trouve qu'effectivement, vous avez... C'est pas une orientation, ça? C'est pas une orientation, ça? Redondante. Elle apparaît où? Elle apparaît où, cette orientation? Des choses redondantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des politiques publiques qui marchent. C'est des dépenses, les élus en l'occurrence, c'est des et dépenses. les services ont souhaité reconduire. Donc effectivement, il y a des actions qui sont reconduites parce qu'elles marchent et qu'elles donnent satisfaction au public. Voilà. Ensuite, effectivement, en termes d'investissement, vous avez aussi beaucoup de choses qui reviennent, parce que comme vous l'avez dit au moment du budget, va vous être présenté ce qu'on appelle un PPI, un programme pluriannuel des investissements, et que forcément, ces projets-là, comme vous l'a dit Madame le maire, ils sont phasés sur plusieurs exercices budgétaires. Voilà. Donc là, ils sont pour la plupart d'entre eux relistés parce qu'ils vont apparaître au moins pendant 3 ans. Donc effectivement, pendant 3 ans, vous allez les voir réapparaître. C'est quand on a une vision pluriannuelle de... Pardon. Vous nous dites que le programme pluriannuel d'investissement sera présenté avec le budget. Oui. Voilà. J'ai une remarque complémentaire. On n'évoque pas du tout l'agenda 21. Il n'est même pas cité dans le document. Est-il enterré? Est-ce toujours? Est-ce que le développement durable est toujours une priorité? Je vois bien un certain nombre d'actions. Je vois bien effectivement un certain nombre d'actions. Je vois bien effectivement un certain nombre d'actions issues de l'agenda 21. Je pense. Est-ce que je peux terminer ma question, s'il vous plaît? Est-ce que vous souhaitez continuer à afficher effectivement une priorité sur le développement durable et la protection de l'environnement? Je pense que notre politique n'a pas changé par rapport à cet axe-là, bien sûr. C'est toujours une priorité communale, mais bon, cette question a déjà été soulevée en comité de pilotage, en comité de suivi, etc. Donc on va redire effectivement ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Le budget
le budget de l'agenda 21 n'est pas un budget propre, comme pourrait être le budget d'assainissement ou le budget de l'eau, c'est un budget transverse, c'est un budget que l'on retrouve partout. Dans chaque délégation, vous avez un petit saupoudrage, vous avez une petite part correspondant à l'agenda 21. Donc c'est pour ça que le budget agenda 21 tel que vous souhaitez qu'il apparaisse, en fait, on ne peut pas le faire apparaître parce qu'il faudrait sortir dans les affaires scolaires, dans les affaires sociales, dans les affaires environnementales, dans les affaires économiques. Donc en fait, il apparaît partout. Il me semble que ce soir, on ne vote pas le budget, mais on discute des orientations. Donc, effectivement, je pense que, à minima, le terme agenda 21, s'il avait été affiché, aurait pu être énoncé comme étant une priorité forte pour la commune, au même titre que l'enfance. Dans l'enfance jeunesse, il y a Pédibus dans le cadre de l'agenda 21. Dans le développement durable, il y a toute une liste. Dans le domaine social, le lancement des diagnostics de précarité énergétique, ça fait partie quand même des missions de l'agenda 21 et des études de l'agenda 21. Donc, si on est à mettre, quand on est un peu à la page de l'agenda 21, on a un peu étudié le sujet, on voit très bien qu'il se retrouve de partout dans le débat d'orientation budgétaire. Mais je me mets à la place d'une personne qui vient, qui s'installe à Fuveau, qui s'intéresse au fonctionnement de la commune, qui ne sait pas encore qu'il y a un agenda 21. Si tu dis ça, je vais aller regarder les éléments d'orientation budgétaire pour prendre connaissance effectivement des enjeux, des priorités pour la municipalité. Et je ne le vois pas ressortir, c'est tout ce que je voulais dire. Comme l'histoire des économies, c'est une orientation, vous venez de nous exposer là, il a fallu qu'on vienne la chercher pour la découvrir. C'est intéressant, moi je pense que c'est intéressant, c'est pas des choses, rien de tabou, je ne sais pas. Ça n'apparaît pas dans les orientations, c'est manifestement des orientations que vous prenez, que vous ne faites pas apparaître, donc c'est étonnant. Les 150 000 € que vous dites de baisse de la dotation, ils s'en vont où, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on ne va pas faire avec ça? Ce sont les 3% qu'on a demandé, à chaque service de... Indiquez-le clairement en disant qu'on demande une baisse des dépenses de fonctionnement équivalent à 150 000 €, et le levier pour le faire, c'est un travail avec les services qui permettent d'aller 3%. Ça, c'est une orientation, entre guillemets, et puis il peut y avoir des traductions de ces orientations avec des pistes qu'on a déjà identifiées, en essayant de réfléchir à des moyens de le faire, parce que pour avoir géré des budgets, etc., très bien vous poser l'orientation, puis ça peut être très compliqué à certains services de le faire, à d'autres peut-être plus facilement, etc. Mais c'est des orientations derrière qui vont traduire le fait d'y arriver ou pas, justement. Donc c'est là où ce qu'on vous dit, entre guillemets, c'est qu'on ne voit pas apparaître ça. On voit des éléments très intéressants en soi, voilà, des éléments de contexte nationaux, des éléments de contexte locaux, voilà, des choses qui vont se faire, 48 choses, et je vous dis, il y en a 8 millions, puis il y a un conseil municipal des enfants. Très bien, je suis très content qu'on fasse un conseil municipal, c'était dans notre programme. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Ça va coûter une fortune pour Fugo? Ça va coûter une fortune pour Fugo? Et ça mérite d'être discuté en débat d'orientation budgétaire pour dire, là il y a une vraie orientation budgétaire qu'on est en train de faire. Vous répétez toujours la même chose. Tout simplement pour vous dire que pour afficher ce que vous dites, là, il aurait fallu ne pas être sincère et dire que le budget 2015 aurait pu être à une certaine hauteur. D'accord? Par exemple, à 11 millions d'euros. Par exemple. D'accord? Et que cette année, on a choisi, en fonction de moins de dotation de l'État, parce qu'on a demandé aux services de diminuer tous leurs besoins de 3%, parce qu'on a demandé un tas de trucs à droite et à gauche, on est arrivé à un budget de 10 millions et des poussières. D'accord? Donc ça c'est le chiffre réel, c'est le chiffre sincère. On n'a pas voulu mettre dans notre débat d'orientation budgétaire des chiffres qu'on ne pouvait pas atteindre. D'accord? Donc on aurait pu le faire aussi depuis de nombreuses années, puisque toutes les années, ça fait 3 ans qu'on nous baisse les recettes. Mais à quoi ça sert? On peut en discuter, moi ça ne me dérange pas de discuter là-dessus. Mais la sincérité, elle est sur la véritable somme qu'on va utiliser dans le budget 2015. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mais c'est pas la question n'a pas été j'ai pas le sentiment qu'on ait exprimé le manque de sincérité des éléments qui sont traduits là. Vous pourrez regarder les éléments sur la vidéo, vous ne retrouverez pas ce genre de remarques. Là, on est en train de vous expliquer que vous ne posez pas des orientations. Parlons des ATSEM le mercredi dans les écoles, d'accord? Et de leur présence le mercredi dans les écoles. Ça coûte combien? Et pourquoi vous ne choisissez de ne pas le faire? Et de dire que le mercredi, on n'a pas besoin d'ATSEM?
Alors que les autres jours, il faut des ATSEM. Mais le mercredi, on n'en a pas besoin. Non, Ça mais s'explique le pas bien, mercredi, mais- Il y a des ATSEM dans les Des écoles. ATSEM, il en faut tous les jours. Et Il y en a dans les la écoles. loi n'exige en aucun cas d'en mettre une par classe. Ça a été notre choix pendant des années. Il y a un moment où on ne peut plus. Et puis les ATSEM, Pourquoi vous ne pouvez plus? Expliquez-moi pourquoi Alors, vous ne pouvez plus. la première raison, c'est que les ATSEM n'ont pas un emploi du temps extensible. Nous avons choisi, pour des questions que nous pensons importantes en maternelle, que les enfants aient, j'allais dire, pas 36 interlocuteurs. Donc le choix a été de mettre les ATSEM dans les garderies et au NAP. Si vous faites ça, vous n'avez plus de temps pour le mercredi. Ou bien alors, il faut qu'elle travaille 45 heures par semaine. Ce n'était pas notre choix. Voilà. Hein, entre autres. Enfin, je pense que c'est une question d'organisation parce qu'il y a des communes qui s'en sortent très bien. Vous pourriez dire que c'est un choix budgétaire, entre guillemets. Donc à ce moment-là, évoquez le fait que ce n'est pas un choix budgétaire, c'est-à-dire vous avez les moyens de mettre des ATSEM dans l'ensemble des classes le mercredi, mais c'est un choix lié à l'organisation du travail, c'est ça? Entre autres, mais en plus, il y a des moyens budgétaires, parce que si on met des ATSEM, il faut payer quelqu'un pour les nappes, donc il faut ajouter quelque chose. Hein. Oui, Il y a aussi, c'est lié, il y a les deux. Il y a aussi le facteur humain, ces ATSEM, ce sont des employés, elles ont aussi une vie de famille. Combien d'entre nous sont capables de travailler pour la rémunération d'un agent de collectivité territoriale plus de 45 heures par semaine, au détriment de sa vie de famille. C'est aussi un choix, c'est en écoutant ces employés qu'on a décidé de ça. C'est leur opinion aussi qui a fait peser la décision. Je ne dis pas qu'on ne peut pas intéresser, enfin, on va pas passer de... Par contre, vous avez qu'à aussi entendre les parents d'élèves. La semaine dernière, il y a un enfant de l'école de la Barque qui est parti de la classe, l'institutrice qui s'est retrouvée toute seule, d'accord, a laissé les enfants toutes seules. Vous êtes au courant? Absolument. D'accord. Alors, je suis Voilà. d'autant plus au courant que j'intervenais à titre professionnel sur cette école-là ce matin. D'accord. Donc c'est un cas qui est malheureux, mais qui est un cas isolé et qui arrive parfois dans des écoles. D'accord. Ce n'est pas de la responsabilité de l'ATSEM d'assurer la sécurité des enfants sur du temps scolaire. Que cela se fasse, tant mieux, c'est un plus, mais ce n'est pas sa responsabilité. Donc cela pourrait très bien arriver, si on avait 5 ATSEM dans une classe, qu'un 6e enfant avec qui on n'est pas directement confronté puisse sortir. La réflexion, elle doit être abordée au sein de l'école à partir de différents critères. On va revenir sur les critères. Premier critère, c'est quel est le rôle de chaque personne adulte dans l'école. Deuxième critère, c'est comment on accueille les enfants. Parce que c'est bien beau de dire un enfant est parti. Est-ce que vous savez comment se passe l'accueil dans les classes de maternelle de la Barque? Je vous pose la question. Comment se passe un accueil dans la classe de maternelle de la Barque? Petit, moyenne section, puisque c'est la classe concernée. Oui ou non? Non. Non. Donc, là, je peux vous expliquer que On l'ATSEM, reviendra sur le débat d'orientation budgétaire, parce qu'on est là pour parler de budget. que Moi, l'ATSEM, je voulais savoir quand elle est ce présente, genre de choses sur le elle est budget. dans la classe, d'accord, Oui, elle fait pas la mais sécurité. ça m'intéresse. Que donc, l'enseignante, ça m'intéresse. donc. mais justement, je vous réponds. Que l'enseignante, en l'occurrence, elle est située à son bureau, à l'autre bout de la classe, qu'elle attend pour faire l'accueil de la cantine, pour faire l'appel de la cantine, de la garderie, etc. D'accord? Que sa position n'est pas figée par la mairie, qu'elle pourrait être figée par la pédagogie qu'elle va mettre en place avec son équipe, qu'elle pourrait se situer à la porte d'entrée comme le fait le maître à la classe d'à côté. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte sur cet incident malheureux. Ce n'est pas lié à la présence d'adultes supplémentaires qui émènent un On incident. en reparlera. Si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect budgétaire. Vous dites que ça n'a pas été fait pour des choix budgétaires, c'est ça? Alors, évidemment, après, ça a un retentissement budgétaire, parce que si l'ATSEM ne fait pas les nappes, vous avez quelqu'un qui va travailler pendant les nappes, et donc vous allez payer quelqu'un quand même. Montrez-nous que Donc, nous n'avons pas les moyens de le faire. toutes les contraintes sont liées. Il y avait la demande aussi des ATSEM à ne pas travailler le mercredi matin, donc là on n'y a pas répondu entièrement, parce que ça fait partie des acquis, et vous savez bien à quel point c'est important les acquis. Elles ne travaillaient pas le mercredi, tout d'un coup elles ont eu 3 heures à faire en plus. Donc là on les a obligées et on a trouvé ce compromis, mais tout est lié, il y a tout, il y a leur désir, il y a le fait qu'on voulait aussi que les enfants aient des interlocuteurs uniques, parce qu'en petite section c'est déjà difficile de C'est s'habituer à quelque tout chose le que l'on monde. défend depuis 10 ans, Voilà. qu'on garde comme cohérence éducative. Exactement. Et puis, bon, je veux bien le mettre aussi, le choix budgétaire est lié, mais je vous signale que si vous regardez les textes, à FUVO,
ils sont super gâtés parce que l'ATSEM par classe, ça ne vient absolument pas. Vous allez à côté à Gréas, il y en a une pour toute l'école maternelle d'ATSEM. Donc elle n'est pas dans toute la classe. C'est bien une question de priorité et on est là justement pour en débattre. Nous l'avons toujours mise. Mais c'est bien là la question justement. C'est de se comparer à d'autres et de dire il existe ce genre de choses à Fulvo et c'est une priorité pour nous et on a envie de le pérenniser. Et on vous défendra là-dessus, sur ces éléments-là, en disant on pérennise ce système-là parce qu'on considère que c'est important et ça fait partie de nos priorités. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on retombe sur un débat d'orientation budgétaire dans lequel on voit apparaître des priorités. Là, ce qu'on essaye de vous illustrer, c'est qu'il y a des choses qui vont être faites, très intéressantes. On ne voit pas les priorités en termes de levier budgétaire, on voit des priorités, mais pas forcément en termes de levier budgétaire, en disant là, on a décidé de mettre nos sous là plutôt que là. Voilà. C'est ça sur lequel, du coup, ça amène à un débat compliqué, parce que on ira voir le livre des comptes pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les comptes 2014, pour essayer de voir s'il y avait des leviers différents et si des priorités, on aurait pu en faire d'autres, etc. Ça passe par là. Là, vous n'amenez pas ces éléments-là de réflexion. C'est là, quand on vous disait, par grande thématique, dans lequel voilà où se passe la dépense. Et voilà où on pourrait imaginer de faire des économies. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on en débat. La dépense avec les ATSEM, elle est importante, hein, justement. Avec les ATSEM et autre chose. Hein. Tout l'argent qu'on met dans les écoles, on vous en a parlé quand même, il y a le périscolaire, etc. On a voulu le stabiliser. Hein. Donc on avait mis énormément d'argent là-dessus. Ça a toujours été nos choix budgétaires. Ça a toujours été prioritaire. Le service enfance jeunesse a toujours été prioritaire. Il continue à l'être, mais nous n'avons pas les moyens d'y mettre... Voilà, nous sommes restés dans la continuité de ce que nous faisions. Et ça continue à être prioritaire. Et je ne pense pas que les études des enfants seront perturbées si le mercredi matin, il n'y a pas d'ATSEM dans les classes. Voilà. Il y a une demi-ATSEM. Donc, il y a 50% des ATSEM. Ce n'est pas aucune ATSEM. Si on en revient un peu à des questions, 1100 €, donc par rapport à 996 en 2013, comment on explique? Peut-être pas. Alors, déjà, c'est dans le personnel, hein, la réforme des rythmes scolaires nous oblige à mettre une grosse rallonge en personnel. Et comme on a beaucoup d'enfants, vous avez déjà une rallonge pour la réforme des rythmes scolaires. On a 2 recrutements prévus, on a le recensement, par exemple, qui va coûter de l'argent à la commune. Vous avez un certain nombre de choses. Mais le recensement, on a une délibération après. Mais on ne peut pas mettre tout le détail. Après, là, c'est vraiment... voilà. Vous mettez des choses. Vous voulez qu'on regarde précisément ce qu'il y a dans les 48 choses? Allez, allez-y. C'est un choix qu'on a choisi de présenter notre débat d'orientation budgétaire comme ça. Vous l'auriez fait autrement, c'est votre droit. Nous, on l'a choisi comme ça. Après, chacun a ses choix. On est élus, on a fait ce choix-là. Madame le maire a fait ce choix-là. Ça fait des années qu'on fait. Oui, ça, on a vu que c'était des années précédentes. On peut changer, on entend vos remarques. Pourquoi pas l'année prochaine, je fais quelque chose de différent, mais... Ce qu'on vous dit, c'est par thématique, de montrer les grandes dépenses par thématique, et de montrer les orientations, en disant bah, celle-là, sur la jeunesse, on choisit de la stabiliser, par exemple. Celle-là, on choisit de l'augmenter. Celle-là, on choisit de la diminuer. Sur l'ensemble des services, on choisit de demander un effort budgétaire de 3% parce qu'on est dans des contraintes budgétaires actuelles qui font qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Voilà, c'est ce genre d'éléments qui permettent de rendre plus lisible, entre guillemets, un budget de fonctionnement. Sur le budget d'investissement, vous disiez une perspective pluriannuelle sur comment vont s'étaler les dépenses entre le moment où on fait les études, le moment où on fait les travaux, etc., sur l'ensemble des réalisations. Et par exemple, pas avec des chiffres en tout cas. Pas avec des chiffres. C'est normal, c'est le budget qui vous donnera des chiffres. Non. Vous pouvez mettre des orientations budgétaires dans lesquelles vous dites on consacrera 40% de notre capacité d'investissement à des équipements. Et on consacre 30% de notre budget d'investissement à refaire les routes. Et on consacrera 25% de notre budget d'investissement à refaire les travaux dans les équipements publics et les écoles. Ça, c'est des éléments structurants qui permettent de définir des orientations sans que ce soit des chiffres, vous voyez, dans lesquels vous dites précisément pour chaque activité ce que vous allez faire. C'est là où vous donnez des orientations, entre guillemets, budgétaires. Les orientations budgétaires, ça ressemble à ça. Voilà. Parce qu'il y a des chiffres, et des grands ratios. Des grands... Ça ressemble aussi à ça. Ça ressemble à ça aussi.
dans lequel il n'y a pas d'éléments chiffrés, par C'est exemple, votre sur le... interprétation, il y a le débat dans chacun doit avoir son interprétation, vous avez une interprétation qui n'est pas la nôtre. On ne vote pas le budget, on vote un DOB. Voilà. Mais même on ne le vote pas, on On le débat. vote Oui, oui, on le débat. Donc, dans le budget, vous aurez les chiffres, donc les pourcentages, vous pourrez calculer. Je veux dire, c'est pas. Et à ce moment-là, on comprendra mieux les orientations sur lesquelles on avait discuté, vous voyez, 3 semaines avant. Vous faites les choses à l'envers, mais... C'est la loi. Mais non, mais... fait la loi. Oui, la loi, c'est la loi, voilà. Ça ramène bien, M. Poiron, il dit bien, vous le faites parce que c'est un exercice imposé et vous êtes obligé de le faire. Ça traduit bien ça, en tout cas. Voilà. Non, mais nous y C'est réfléchissons. vous qui le dites ça. Ah non, la loi, c'est la loi, c'est vous qui l'avez dit. Ici, vous êtes au-dessus de la loi, vous avez qu'à vous faire élire député, vous avez qu'à changer la loi. Ah mais j'ai pas dit... C'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Enfin, ce qu'on retiendra, c'est que tu as retenu le conseil municipal des enfants, depuis tout à l'heure je t'en parle. Tu as retenu que ça. Ah ben c'est une très bonne chose, mais ça me paraît pas être structurant pour un débat dans la notion budgétaire. On l'a mis en place, mais Il y a d'autres choses aussi qui ont été mises en place ou qui vont l'être. Mais bon. Bien, alors. En matière d'orientation budgétaire, moi, je voudrais vous soumettre une proposition concernant le volet recettes et notamment la fiscalité locale, puisque nous avons sur ce volet fiscalité 3 taxes, et notamment la taxe d'habitation qui est à 19,5% sur FUVO, soit 5 points au-dessus des communes de même strate. Donc la proposition que je vous fais, c'est de répartir différemment ces 3 taxes, c'est-à-dire de diminuer la taxe d'habitation qui pèse principalement sur les locataires, avec, vous savez, un niveau de loyer relativement élevé sur la commune de FUVO, et de compenser cette diminution par une augmentation du foncier bâti et du foncier non bâti. L'objectif serait qu'un propriétaire occupant son logement n'ait pas d'augmentation au total, c'est-à-dire que la baisse de la taxe d'habitation serait compensée par une augmentation du foncier bâti. L'objectif étant aussi que celui qui est locataire pourrait avoir une diminution de sa taxe d'habitation qui serait compensée par une augmentation du foncier bâti versée par principalement les personnes qui sont propriétaires et qui louent leur logement. Je ne sais pas si... J'ai un principe compris de le base principe, communicant. mais je pense que L'objectif c'est serait d'arriver à un ensemble un peu plus juste, un peu plus égalitaire, de nous rapprocher du taux de la strate en ce qui concerne la taxe d'habitation. Alors ça pourrait se faire sous la forme de glissement sur plusieurs années, effectivement, parce qu'on ne peut pas faire évoluer de manière disproportionnée les taux d'une année sur l'autre, mais on pourrait se donner comme objectif sur une mandature d'arriver à une répartition plus juste des différents taux de fiscalité locale. Je me demande où est la justice là. C'est bien à débattre. Ça demande un travail fou, c'est quelque chose qui est la vraie usine à gaz. En plus, il faut aussi que les recettes de la commune soient équilibrées, c'est-à-dire quand vous en baissez une, il faut monter l'autre de façon équivalente, il faut donc compter combien de propriétaires, combien de locataires. À mon avis, c'est un travail d'une complexité énorme. Je ne suis pas persuadé que ce soit aussi Je complexe, pense puisque que le c'est quelque chose qui... le résultat d'un impôt, c'est la base multipliée par le taux. Oui, non, tout La à base, fait. à partir du moment où on connaît la base, si on réduit d'un point par exemple le taux, on est capable de mesurer l'effet que ça produit sur les finances et du coup de mesurer de quelle augmentation Il y a d'autres faudrait sur le critères, il y a la foncier bâti. composition de la famille. Par contre, il y a peut-être des choses que vous savez que nous on ne sait pas, mais le 1er janvier 2016, on passe à À métropole. l'interne. C'est plus nous qui le Et déciderons. donc, l'action sur les taux, je ne sais pas comment on va faire. Ce sera terminé. La métropole ne votera pas les taux d'imposition au niveau de la Ah, commune. Donc vous en savez plus que Vous savez nous. plus que nous, alors. Parce que c'est Excusez-nous, dans le projet. excusez-nous. Vous avez peut-être des informations effectivement de votre côté, parce Non, que je n'ai pas. moi je n'ai pas d'informations concernant l'impact de la métropole sur les taux d'imposition des communes. La métropole peut avoir un impact sur les taux d'imposition des intercommunalités. En l'occurrence la métropole qui votera ces Non. Nous, on a fait, apparemment, ce qui nous a été dit, c'est que les communes vont payer le taux d'imposition de la métropole. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on sera aligné, par exemple, la taxe Bon, après, d'ordure peut-être qu'on a mal ménagère. compris aussi. La taxe d'ordure ménagère qui est à 9% va passer à 18 et quelques Mais la taxe d'ordure ménagère n'est pas votée par la commune, elle est votée par la CPA aujourd'hui. Ne confondons pas les taux votés par la commune et les taux votés par les intercommunalités. Il ne faut pas tout mélanger. Elle sera votée par la métropole. Donc.
Oui, et aujourd'hui elle est votée par la CPA, donc elle n'est pas votée par la mairie, donc ça ne changera rien On parle en matière d'imposition communale. La taxe d'habitation, elle a un an à vivre encore. Je m'excuse. Ou bien la loi sera modifiée, mais si vous lisez la loi actuellement, elle passe à la métropole. Si vous voulez qu'on travaille sur ce que vous dites, pourquoi pas, moi ça ne me gêne pas du tout. Hein. Si c'est pour faire plus facile pour des locataires qui ont de la peine à payer leurs impôts, il n'y a pas de souci.